Bonjour messieurs, ravi de vous avoir. Beaucoup de questions à vous poser, à vous aussi. On va parler de la compétitivité, l'avantage électrique. On en a déjà beaucoup parlé ce matin, notamment avec les politiques. C'était très intéressant comme table ronde. Alors la question c'est, est-ce qu'on va vers le tout électrique? Mais encore faut-il que l'offre soit au rendez-vous de la demande. On se souvient, Bernard Fontana, je me tourne vers vous, de 2022, où il y avait un problème quand même. Vous êtes d'accord avec moi? Petit problème sur les parcs, les centrales nucléaires et sur le parc nucléaire. Il y a une difficulté en 2022, il faut bien sûr toujours reconnaître les choses. Il y a une Mais difficulté. Est-ce qu'on est aujourd'hui, parce que si on parle de compétitivité, si on parle de tout électrique, il faut qu'on ait l'électricité. Est-ce oui, qu'aujourd'hui, on peut dire que le parc nucléaire peut fournir l'ensemble de l'électricité pour ce sursaut électrique? oui, l'électricité aujourd'hui est abondante, elle est compétitive et qui plus est, elle est souveraine et décarbonée. Et c'est un atout du pays. Alors, c'est un travail de fond qui est derrière. Mes collègues ont beaucoup travaillé pour industrialiser les arrêts de tranche, les augmentations de durée de vie des réacteurs. Et je voyais, par exemple, en 2024, il y a un gros tiers des recouplages faisaient un petit peu en avance. L'année dernière, c'était une moitié. Depuis le début de l'année, c'est plutôt les 2 tiers. Et donc, il y a une disponibilité plus grande grâce à ces travaux. Nous continuons à investir aussi dans les réacteurs. Par exemple, nous augmentons la puissance là où c'est possible. Nous avons les 900 MW, 9 ont été équipés de turbines plus puissantes, il en reste 13. Bien, nous mettons en place des turbines, à chaque fois c'est 40, 50 MW, à la fin c'est un demi-réacteur de plus qui est disponible. Au-delà de ça, il peut y avoir aussi des périodes de chaleur. Justement, j'allais vous aussi vous poser la question incontournable aujourd'hui, évidemment, sur la question de la canicule. Et on sait que vous avez déjà décidé d'arrêter 2 centrales. Est-ce que vous allez en arrêter plus ou pas? Donc, lorsqu'il fait chaud, l'eau est plus chaude. Nous, on peut très bien refroidir les réacteurs avec de l'eau plus chaude, ce n'est pas un problème, mais nous avons des contraintes d'interdiction de pomper l'eau parce qu'on sait qu'on va mettre quelques degrés dessus. Alors, ça représente en ce moment à peu près 0,3% de la production par an. Si on projette de 2050 des changements climatiques, ça pourrait être 1,5%, mais c'est aussi une question de confiance. Donc, nous avons lancé un programme d'investissement pour nous adapter à cela. Par exemple, à la centrale du Blayais, qui a été arrêtée pendant la nuit, là, le réacteur a été arrêté, nous ne pouvons pas pomper l'eau à plus de 28 degrés. Alors cette eau, si on la pompe, on va la mettre dans les aéroréfrigérants, il va y avoir des eaux de purge, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va refroidir les eaux de purge. On va demander à combien vous voulez qu'on vous la rende à la Garonne. Et c'est ces travaux-là qu'on fait pour donner confiance dans nos réacteurs. Et ça se voit, la production augmente année après année. L'année dernière, c'était 373 TWh en France. Cette année, on est encore un petit peu au-dessus et on garantit qu'on a un productible d'au moins 400 TWh. Et alors, ce qui fait qu'on n'y est pas tout à fait, bon, on module, mais malgré tout, l'an dernier, on a exporté plus de 92 TWh et les exportations avancent bien. Donc oui, l'électricité est disponible et l'électricité nucléaire est au rendez-vous. Et vous êtes en train d'adapter vos moyens de production en fait à ce changement climatique. Vous aussi, on en parlait à l'instant avec Marianne Legnaud. Oui, c'est exactement ça. Donc c'est d'intégrer, on a des planches à l'air et c'est un investissement important que nous faisons sans attendre, parce que c'est de différentes natures. J'ai parlé de température de l'eau. On voit les méduses qui vont un peu plus dans le nord, et donc dans des réacteurs là où ce n'était pas possible, on voit plus d'algues. C'est cela qu'il faut anticiper, et on le fait sans attendre que les phénomènes se présentent. On a beaucoup parlé aussi de prix de l'électricité. Le contexte géopolitique est très tendu, avec notamment, bien sûr, ce qui se passe au Moyen-Orient. Pourquoi les prix de l'électricité français sont restés, on va dire, relativement protégés, peut-être trop protégés aux yeux de certains et pas assez aux yeux d'autres? Ils sont effectivement bien protégés, ça n'a pas vraiment bougé. On le voit dans les forwards, on appelle ça les cales pour 2027. Alors là, j'ai les chiffres de jour de l'appel, du 18 juin. Pour la France, c'est 57 € par mégawattheure. Pour l'Italie, 104 € par mégawattheure. Et pour l'Allemagne, 92 € par mégawattheure. Alors c'est assez simple, c'est qu'on dépend peu du gaz. Notre électricité est nucléaire, hydraulique, également renouvelable.
Et donc, il y a très peu d'impact sur l'ensemble. Alors, bien sûr, il faut ajouter les charges de transport, vous avez évoqué tout à l'heure, hein, différentes charges qui sont financées également. Et puis, il y a des tendances de fond. Si on projette dans les trajectoires, on voit que l'Europe pousse à alléger la fiscalité sur l'électricité pour faciliter l'électrification. Nos énergies en compétition, par exemple le gaz, bon, s'il y a plus d'électrification, il y aura un petit peu moins de gaz dans les réseaux, donc il y aura un coût de transport plus important. Il y a des solutions de substitution qui sont imaginées, mais qui sont plus chères. Donc il y a une tendance de fond pour effectivement la compétitivité de notre électricité. Mais on verra si Alain Legré de la Salle est d'accord avec vous. En tous les cas, vous avez, je pense que le choix d'Alain Legré de la Salle et d'ArcelorMittal a été assez bien fait, parce que vous avez signé des accords ensemble, mais vous nous direz comment ça va se passer. Voilà, donc ça va être difficile de mettre de la contradiction avec vos propos. Mais juste encore une question. Est-ce qu'il y a, depuis le 1er janvier 2026, il y a un cadre de marché qui a été instauré en France et qui en fait amortit un peu le choc pour l'électricité, non ? Oui, il y a un cadre de marché qui le fait, mais nous avons en fait, les industriels, ils veulent de la visibilité. Hein, oui. Visibilité sur le long terme. De la compétitivité et de la visibilité sur le long terme. Alors déjà, on a des contrats sur le marché à 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, où nos clients peuvent acheter. Nous avons également des offres à plus longue durée. Ce sont des contrats spéciaux, indexés, des contrats d'allocation de production d'origine nucléaire. Et tout ça, ça rencontre bien les demandes. Pour les contrats à moyen terme, on a 18 000 contrats qui ont été signés. Ça représente 120 000 sites en France. Et ces contrats à plus long terme sont signés. Et donc, avec vous, on a pu signer un contrat, je crois, de 18 ans. Mais ce qui est important au-delà de ça, c'est qu'il y ait une confiance. Alain, il sait que s'il a un souci, il peut m'appeler, on va s'occuper de lui et qu'on puisse travailler ensemble à améliorer la situation, à monter des financements, on sait qu'il y a peu, ce etc. n'était pas encore aussi évident que ça, avec votre prédécesseur et d'autres industriels. Chacun a les soucis, mais là, je peux vous dire que je suis très fier de savoir que ArcelorMittal investit ses fours électriques d'abord en France, parce qu'il y a d'autres pays concurrents. Je vais avoir une question pour vous, Alain Legré de la Salle. Évidemment, j'ai peut-être encore une pour Bernard Fontana. On parlait du prix tout à l'heure, du prix du nucléaire. La question qu'on peut se poser, c'est le prix d'électricité des prochains EPR. Est-ce qu'ils seront toujours aussi, entre guillemets, faibles, ou au contraire, ils seront forcément bien plus élevés? Parce que là, pour le coup, on amortit le parc nucléaire existant. Les prochains EPR, il faut les construire. Ça coûte très cher. Ça coûte combien, du reste? Ça coûte 10 milliards? C'est ça, un EPR? Donc, ce qu'on a prévu, c'est pour les 6 premiers, une enveloppe de 72,8 milliards. 72,8 en euros 2020. Alors, et vous allez pouvoir vous y tenir à ces 72? C'est un engagement qui est pris. Et à l'intérieur de ça, on a des marges de manœuvre, des aléas, des provisions, etc. Quelle est la démarche qu'il y a derrière? C'est de standardiser nos produits et donc d'intégrer dans des standards les retours d'exploitation, de répéter. On se donne aussi une profondeur industrielle avec nos sites industriels qui montent en cadence en ce moment. Hein. Par exemple, Arabelle Solutions, Framatome leur demande de baisser leur temps de production de 25% tous les 2 ans. Ils le font. Et donc, ils accompagnent. Et on a besoin de travailler en partenariat aussi avec nos partenaires de la filière nucléaire pour travailler ensemble, aller chercher de la performance, de la simplification. Et sur la notion, sur le prix, vous avez des estimations? Vous pouvez nous rassurer peut-être l'industriel qui est à côté de vous? Oui, bien sûr. Alors, au début, il faudra accompagner, ce sera en dessous de 100 euros, mais ce qu'on vise avec des séries de PR, c'est d'aller chercher les 70 euros du mégawattheure. D'accord, ok, c'est une bonne précision. Alors, vous avez dit qu'il faut une relation de confiance avec les industriels qui veulent la flexibilité, la visibilité, la souplesse. Alain Legré de la Salle, donc, vous avez signé un accord avec Bernard Fontana, le président d'EDF. Est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez que les relations sont plus aplanies entre les industriels et EDF? Bonsoir à toutes et à tous. Le contrat CAPN que nous avons signé a mis pratiquement 2 ans de discussion entre ArcelorMittal et EDF. Marc est là et peut le témoigner.
Et à aucun moment, si vous voulez, on a toujours travaillé en parfaite transparence pour construire quelque chose qui avait du sens. Et quand Bernard est arrivé, même si on se connaît, on a eu quand on a pris la décision de lancer notre premier investissement à Dunkerque avec le premier four électrique, à ce moment-là, on a signé notre CAPN. Mais le type de relation que nous avions et que nous avons avec EDF a toujours été excellent, contrairement à ce qui a été dit dans la presse pendant... C'est toujours la faute des médias, voilà. on sait. Oui. Je témoigne. Oui. Bon, et alors, donc, en quoi consiste cet accord long terme? Qu'est-ce qu'il vous faut? Est-ce qu'il correspond à... Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous prenez un site comme Dunkerque, pour fabriquer de l'acier, vous prenez un haut fourneau, vous mettez du minerai de fer et vous chauffez avec du charbon. Et c'est ce charbon qui émet en moyenne 2 tonnes de CO2 pour 1 tonne d'acier. Quand vous chauffez avec du charbon, vous émettez du gaz. Donc le gaz de haut fourneau à Dunkerque est envoyé dans une centrale qui est gérée par Engie, qui traite et qui nous renvoie de l'électricité. Et donc un site aujourd'hui comme Dunkerque est un site qui est autonome en termes de gaz et d'électricité. Quand vous changez le mode de fonctionnement et que vous passez à un four électrique, vous n'êtes plus autonome, vous êtes soumis aux aléas du marché et c'est pour ça qu'on a dû et qu'on a recherché la signature d'un CAPN. Alors un CAPN, c'est un contrat où on achète une quote-part de la production des centrales nucléaires. Ce n'est pas un contrat traditionnel supplier-customer. C'est complètement différent. On peut savoir à quel prix? Non, ça c'est confidentiel. Non, je savais, je connaissais déjà la réponse, mais j'ai toujours tenté, vous savez, on est comme ça, nos journalistes. On reviendra sur l'importance, parce que vous avez franchi une étape essentielle. C'est l'installation d'un four électrique qui fait partie de cette électrification de la France et des chances de créer cette énergie décarbonée. Je voudrais revenir avec vous, Bernard Fontana, parce qu'il y a un point clé dont on a parlé ce matin, c'est la question de la souveraineté industrielle. Ça rejoindra aussi un thème cher à Alain Legré-Lassalle. Comment est-ce qu'on peut concilier priorité nationale et développement international du nucléaire? Bien, c'est complémentaire d'une certaine manière. Donc, ce que nous faisons, c'est d'avoir la maîtrise de nos technologies, la propriété de nos technologies, ce qui d'ailleurs nous rend libres de les exporter ou pas. Ensuite, pour redonner de la profondeur industrielle, nous rapatrions en France des productions. Par exemple, vous avez peut-être vu, Arabelle Solutions investit à Belfort, c'est pour faire revenir des productions qui étaient parties dans d'autres contrées du monde. Framatome investit au Creusot, Arabelle investit aussi à côté, et cette profondeur existe, et on fait un travail industriel de montée en cadence, et on est compétitif. Et ensuite, ils vont chercher, pour compléter leur plan de charge, des commandes à l'international. Et par exemple, Framatome, qui fait à peu près 5 milliards de chiffre d'affaires, un carnet de 30 milliards. Arabelle, qui a fait un peu plus d'1 milliard, a pris près de 7 milliards de commandes l'an dernier. Et cet effet industriel de montée en cadence aide le programme français. Et en France, ce qu'on veut, c'est faire de la standardisation et donner confiance dans notre capacité. Et à ce moment-là, on peut proposer des standards à l'international. Donc vous voyez, c'est très complémentaire. D'abord, il faut bien faire le travail chez nous. On démontre notre capacité à faire. C'est attractif pour les clients. Et en plus, dans la situation géopolitique du moment, l'offre française a quand même des caractéristiques très attractives. Est-ce que l'offre française, parce que certains s'inquiètent en tous les cas du fait qu'on n'ait pas construit des EPR ou des centrales nucléaires depuis longtemps, s'inquiètent du problème de la compétence. Est-ce que EDF est aujourd'hui capable de construire ces EPR, ou est-ce qu'il faudra, par exemple, faire appel à des Chinois, à leur technologie, alors qu'il y a quelques années, c'était l'inverse? Bien, nous avons la capacité, et nous ne sommes pas tout seuls, parce que c'est EDF avec un tissu industriel français, et donc une filière qui a plus de 200 000 emplois, qui prévoit de recruter 100 000 personnes. Oui, nous avons la capacité, mais ceci, nous ne nous interdisons pas de faire des benchmarks, notamment en Chine. Moi, j'y étais il y a 3 semaines. On leur a demandé, mais comment est-ce que vous faites pour construire en 50 mois, en 60 mois? Ils m'ont dit, c'est tout simple. On fait ce que nous vous avez appris. Oui. Et alors, on a dit, s'il vous plaît, nous rappeler
Rappelez-nous, ce serait très utile, et ils sont très bienveillants. Et donc, c'est ce type de coopération, c'est de nous conseiller, mais c'est parfois des choses très pratiques sur l'organisation, sur la manière de mettre en place les flux dans les sites. Et donc, c'est ça que nous incorporons, pas seulement notre propre retour d'expérience, mais aussi les benchmarks de ceux qui ont été nos partenaires et qui le restent toujours. Mais évidemment, c'est quelque chose qu'on va faire en France de façon souveraine. C'est ça, mais il y aura une coopération éventuelle. Je vous donne un exemple de coopération. Je suis allé dans une usine de tuyauterie, la fameuse compagnie 23. Ils m'ont dit, regardez, ça c'est un support. Vous mettez ça en Angleterre. Vous avez 2 morceaux métalliques et une soudure. En Angleterre, vous sous-traitez le premier morceau à une entreprise, le deuxième morceau à une autre entreprise. Vous mettez 2 ans pour mettre tout ce monde-là ensemble. Et ensuite, vous allez souder sur le réacteur. Vous avez vu, nous ici, on fait tout ça dans une semaine dans notre usine. Vous pourriez peut-être vous inspirer de notre exemple. C'est ce type de coopération très pratique qui est en place. Comment on accélère cette électrification? Ça fera le lien avec ArcelorMittal. Eh bien, pour accélérer cette Vous avez électrification... besoin de quoi? L'électricité est là. Et donc, nous, à l'occasion de nos 80 ans, on a dit, voilà, il faut mettre en avant l'électrification. Donc, on a dit, il faut parler des pompes à chaleur et faciliter le développement des pompes à chaleur dans les logements. Il faut parler de la mobilité, faciliter le développement de la mobilité, grosse mobilité et mobilité plus légère. Et il faut avoir des terrains connectés disponibles. C'est ce que vous évoquiez tout à l'heure. Et nous faisons un fonds avec des terrains où nous allons acheter par anticipation des transformateurs, des câbles, ce qui fait que les terrains vont être équipés. L'exemple de Dunkerque qu'évoquait Marianne tout à l'heure, c'est ça qu'on souhaite faire. Et d'ailleurs, on peut le faire sur nos terrains, mais aussi en coopération avec des industriels qui ont des terrains. C'est par exemple le cas potentiellement d'ArcelorMittal. C'est d'oser anticiper. Je me tourne vers vous, Alain Legré de la Salle. Est-ce que vous pouvez déjà nous planter peut-être un peu le décor de ce défi industriel que représente ce four électrique qui coûte 1,3 milliard, non? C'est ça à peu près. Donc, et il faudra multiplier. Nous sommes européens, nous produisons pratiquement dans tous les pays européens. On a actuellement 13 hauts fourneaux en activité et ces 13 hauts fourneaux doivent être remplacés. Donc ça mettra du temps. Dunkerque, c'est le premier investissement du groupe en Europe d'une telle taille, puisque c'est un four électrique de 2 millions de tonnes, c'est énorme. On va reconstruire à l'intérieur de l'usine une nouvelle usine complètement neuve. Donc on a énormément de défis, même si on maîtrise les technologies, parce que dans notre groupe, qui est un groupe international, on connaît ces technologies. Le challenge est énorme. Le challenge est également énorme au niveau humain, au niveau des compétences. On recrée complètement une nouvelle usine qu'on devra dupliquer après en Europe et également en France, puisque Fos doit également suivre, mais tout ça reste à confirmer. Tout ça, ça reste à confirmer, mais en même temps, ce que vous avez réussi à faire, vous êtes en train de réussir à Dunkerque, est-ce que vous pouvez le réussir ailleurs en Europe ou pas? Ou grâce à EDF, grâce à l'État, grâce au CDE, vous avez pu le faire en France? Je pense qu'en France, on a des atouts qui sont énormes au travers d'EDF et de l'énergie. Quand on compare par rapport aux autres pays européens à la France, le prix de l'électricité, ce n'est pas que le prix de l'électron. Il y a tout ce qu'il y a derrière, notamment le transport, les taxes, la compensation carbone. Donc ces 3 éléments, ce qu'on appelle la boîte à outils, sont des éléments qui sont quelque part volatiles, qu'il faut garder parce que ça contribue réellement à la compétitivité de la solution France. Le deuxième élément qui est très important quand on compare la France avec, par exemple, l'Allemagne, c'est RTE, qui a une réelle compétence. Quand je pose la question en interne sur ce sujet-là, on me répond RTE, c'est vraiment un benchmark par rapport à tous les autres pays européens, parce que chez RTE, vous avez la compétence pour gérer les projets d'infrastructure on time et en maîtrisant les budgets. Et quand vous comparez ça avec l'Allemagne, vous voyez bien qu'en Allemagne, ce n'est absolument pas le cas. Le deuxième élément chez RTE qui est essentiel pour nous, industriels, et ça a été le cas, ça a été cité tout à l'heure sur Dunkerque, c'est la mutualisation. Donc RTE regarde les projets dans une région, les projets existants et à venir, et donc partage les coûts d'infrastructure. Et donc pour nous, c'est quand même très très important. Et ça contribue
à la compétitivité de la solution française. Et ça, on ne l'a pas aujourd'hui dans les autres pays européens. Justement, puisque vous parlez de marché européen, ce matin, on a bien vu, il y a des clivages importants avec les différents candidats à l'élection présidentielle ou leurs représentants, qu'il y a certains qui disent qu'il faut sortir du marché européen parce que ça coûte trop cher, ça fixe des prix trop hauts et qu'il faut que la France retrouve sa souveraineté. Vous leur répondez quoi, Bernard Fontana? Bien, on exporte, l'année dernière, on a exporté pour 5 milliards d'euros. Donc, on en tire parti du marché européen. Également, c'est un facteur de sécurité d'approvisionnement, de savoir que si un jour il y a une difficulté, les voisins peuvent s'entraider. Donc, il y a un certain nombre d'avantages qu'on y trouve. Ceci dit, les choses sont perfectibles, on l'a bien vu. Il faut notamment bien intégrer la notion de stabilité du système électrique. Par exemple, en Espagne, c'était un peu moins rigoureux. Ils nous ont envoyé des fluctuations de puissance. Heureusement que la France est un pays de grande stabilité de système électrique. On a pu amortir tout ça. On ne l'a pas transmis. On l'a chez nous et chez nos voisins européens. Plus récemment, donc il faut des règles quand même. Ensuite, plus récemment, on a vu d'un autre pays venir une vague de prix négatifs de moins 500 € du mégawattheure. Donc on a arrêté un certain nombre de nos installations. On dit quand même ces choses-là, ça pourrait être mieux maîtrisé. Et si on prend du recul, on voit qu'avec notre parc, on a près de 1/3 des machines tournantes de l'Europe de l'Ouest avec le parc nucléaire, puis près de 10% en plus avec le système hydroélectrique. Donc nous sommes la réserve de stabilité de l'Europe de l'Ouest. Et je pense qu'il faut qu'on ait à l'esprit qu'il faut oser rémunérer aussi le service système qu'on a et pas juste être une variable d'ajustement quand il y a besoin. Et donc ça, c'est un enjeu pour nous, à pouvoir d'achat constant, bien sûr, pour les clients, mais si on subventionnait peut-être un peu moins ceux qui déstabilisent le système et qu'on reconnaissait davantage les contributions de ceux qui assurent le service du système, on aurait un ensemble un peu plus stable. Et puis au-delà de ça, je pense qu'il est intéressant de pouvoir faire des accords avec des voisins. Pour l'instant, on a des outils qui permettent de le faire sur 1 an, mais un industriel ou des pays, c'est plutôt 10 ans, 20 ans les horizons qu'il faut, voire même plus, et qu'on puisse avoir un espace pour faire ce type d'accord, ce que faisaient nos anciens d'ailleurs à l'époque. Ils participaient à des investissements en France et ils bénéficiaient de fournitures d'électricité. Alain Legret-Lassalle, pour vous, le fait de s'inscrire dans un marché européen, vous me direz, vous êtes un groupe international et forcerie européen, est-ce que c'est important d'y rester? Ou de le maintenir plutôt? Je vais prendre le sujet différemment. Nous sommes européens, mais les grands sites français livrent l'Europe, mais ne livrent plus la France. Il faut le savoir. Oui, puisque la demande d'acier en France a chuté de plus de 50% du fait de la désindustrialisation. Et les sites comme Dunkerque et ses satellites aujourd'hui, ou quand vous prenez Fos, plus de 60% des expéditions des sites français sont à destination de l'Europe. On ne peut plus exporter au départ de l'Europe aujourd'hui face aux surcapacités chinoises et aux règles de CO2. Donc la porte, elle est étroite. Et donc on croit dans un modèle européen compétitif pour suivre nos clients et développer des solutions acier pour que notre tissu industriel reste compétitif en Europe. Et ça, on y croit. Et tout ce qui contribue à cette compétitivité de notre modèle industriel, et donc au travers de l'électricité et du modèle du CAPN, contribue à cette compétitivité. Donc c'est essentiel. Je rebondis sur ce que vous disiez à l'instant, Bernard Fontana. En même temps, si on produit autant d'électricité, s'il y a cette surcapacité, je suis d'accord, c'est bien pour nos comptes très déficitaires du commerce extérieur. Mais en même temps, est-ce qu'on a du coup besoin de produire plus d'électricité? Et donc de construire des EPR et de construire des énergies renouvelables? Est-ce qu'on n'est pas déjà trop en surcapacité? Eh bien, on sait ce que c'est que de perdre les compétences. Donc, il faut être attentif aux compétences. C'est vous qui le dites, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ensuite, vous prenez le parc nucléaire français, on augmente sa durée de vie, mais les réacteurs vont vieillir. On a 55 gigawatts. Et nos anciens, quand ils construisaient, ils en faisaient 4, 5, 6 par an. Et quand ils vont à la retraite, ça va aller vite. Et donc, 6 EPR, c'est 10 gigawatts. 14, c'est 25 gigawatts. C'est pas beaucoup. Et si vous enlevez cette réserve de stabilité, je vous invite à acheter une lampe à pile. Donc on a besoin de le faire.
Et par contre, ce qu'il faut, c'est aller carrément aussi dans l'électrification et bien savoir trouver les bons équilibres pour assurer la stabilité du système électrique. On va voir comment on peut basculer dans les usages, parce qu'on voit bien que c'est le moment un petit peu clé, d'où le mot du choix du sursaut qui a été choisi pour ce colloque. Le ministre de l'économie et de la souveraineté énergétique, Roland Lescure, en parlait tout à l'heure, en disant on fait une campagne sur le basculement électrique, l'électrification des usages. Je ne suis pas sûre que ce soit suffisant, mais d'abord, vous voulez réagir sur ce point-là? Juste une réaction, un site comme Dunkerque, à terme, en besoin d'électricité, c'est l'équivalent d'une centrale nucléaire. Oui. Donc une fois que les grands sites industriels vont se décarboner, il faut regarder la photo une fois que la décarbonation est faite. On est très en retard en Europe globalement dans la décarbonation, donc dans tous les secteurs industriels, mais une fois que ces sites industriels en Europe dans leur ensemble ont réussi leur décarbonation, les besoins en électricité n'ont plus rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui. Et la meilleure photo, c'est celle de Dunkerque, une centrale nucléaire en termes de besoins. Et vous voyez aussi l'intelligence artificielle arriver avec les data centers. Et un data center, ça peut être 1 gigawatt, c'est-à-dire quasiment une centrale nucléaire aussi. Et il y a des enjeux aussi de souveraineté, de pouvoir les avoir chez nous. Donc moi, je crois vraiment à l'électrification. Ce qu'il faut, c'est passer cette période et effectivement mettre le paquet sur l'électrification, mais ne pas désarmer notre potentiel industriel qui est notre force. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez, lorsque vous voyez à Choose France, les annonces qui ont été faites par le président Macron, est-ce qu'aujourd'hui, EDF a de quoi fournir, alors ce n'est pas tout de suite, mais enfin ça va venir vite, tous ces data centers qui vont s'éparpiller sur notre territoire? Oui, bien sûr. Et donc, nous soutenons ça en mettant à disposition des terrains. Un des challenges qu'on a, c'est de le faire vite. L'électricité est disponible, ils sont pressés. Et donc, et puis on peut travailler aussi avec d'autres industriels pour préparer des terrains. Mais bien sûr, nous avons cette possibilité. Et oser se projeter dans l'électrification, parce que 27% de notre économie électrifiée, c'est pas beaucoup. Mais c'est un des challenges de la génération qui est là, c'est d'électrifier le pays et d'être au rendez-vous. Oui, justement, comment faire basculer, comment faire cette bascule, notamment auprès des particuliers, auprès des grandes entreprises. On le voit que c'est possible, notamment avec les CAPEN, mais comment faire pour que les particuliers puissent s'électrifier vite? Qu'est-ce qu'il faudrait? Parce que ça coûte cher, cette électrification des usages. Mais c'est rentable, parce que vous avez par contre, c'est comment y accéder. Oui, voilà. Et donc, nous avons proposé, par exemple, une aide, notamment pour la pompe à chaleur, pour les familles qui peuvent être défavorisées. Il faut faire simple aussi, parce que c'est pas facile quand vous allez essayer d'acheter votre pompe à chaleur dans tous les cas possibles. Donc, faire simple, aider le geste, et accompagner, être au rendez-vous pratique de l'électrification. Et ça, nous avons des équipes, par exemple, nous avons 5000 conseillers clientèle, ce sont des personnes qui sont en France, qui sont là pour aider nos compatriotes à s'électrifier. Et combien de temps ça prendra, selon vous, selon vos prévisions? Bien, c'est déjà parti. Nous, on a parlé des pompes à chaleur le 8 avril. Merci aux médias d'avoir relayé ces messages-là. Il y a des plans d'électrification qui sont, donc c'est quelque chose qui se fait au quotidien, dans l'action. C'est vraiment de passer à l'action. C'est ça le vrai enjeu, et c'est maintenant que ça se passe. Une question justement pour aller vite. Encore une fois, ce matin, mais c'est intéressant aussi de mettre en perspective ce qui peut se passer dans cette campagne présidentielle. Et là, après, certains candidats disent on voudrait nationaliser EDF, nationaliser ArcelorMittal. Normalement, c'est pour moi cette question. Non, oui, mais non, c'est aussi. Mais vous inquiétez pas, vous voyez, je l'ai amené doucement pour pas vous heurter. Merci. Non, c'est pour ça que je la pose d'abord à Bernard Fontana, parce que c'est ce que veut notamment Jean-Luc Mélenchon et Aurélie Trouvé, c'est nationaliser EDF. Alors moi je leur dis, c'est déjà le cas, puisque l'État a 100%. Non, vous n'avez plus le statut d'entreprise publique. Qu'est-ce que ça changerait pour vous? Nous sommes 100% propriété de l'État. Et par contre, ce qu'il faut, c'est faire vivre l'entreprise, c'est le mobiliser. Pour moi, le vrai sujet, c'est avoir des ambitions, le cap, nous le connaissons, et délivrer ce que nous avons à faire. Et je ne vois pas vraiment le sujet de la nationalité. On est déjà entreprise nationale. Voilà.
Alors, pour vous, Alain Legré de la Salle, vous avez vu même l'Assemblée nationale a voté, évidemment, cette nationalisation. Pour la deuxième fois. En Oui. fait, la nationalisation, elle règle en rien les problèmes structurels de la sidérurgie en Europe. Les problèmes de pollution, éventuellement, et encore, on ne voit pas très bien comment. Mais... Un des sujets, c'est quand vous déconnectez les sites français, et rappelez-vous ce que je viens de dire, et que vous les nationalisez, vous les sortez d'une organisation européenne, pratiquement vous les condamnez, parce que le carnet de commandes, vous le trouvez où? Le carnet de commandes, il est en Europe. Vous avez des surcapacités en Europe. Donc, c'est très risqué. Mais derrière, le vrai sujet, c'est comment l'Europe peut se protéger des surcapacités mondiales d'acier, protéger ces différentes filières qui existent aujourd'hui et qui sont soumises à délocalisation, notamment en Chine. On a des exemples tous les jours de transfert de chaînes de valeur à l'étranger et sur la Chine. Il faut protéger nos industries en Europe. Et donc, le vrai débat, c'est celui-ci, c'est pas celui de nationaliser ou pas nationaliser ArcelorMittal. Vous ne réglerez rien en nationalisant, si ce n'est de demander aux contribuables de payer un peu plus chaque année. Bernard Fontana, pour vous, vos priorités, c'est quoi, notamment vis-à-vis des industriels? Vous avez réglé le cas de ArcelorMittal France. Quels sont pour vous les grands défis à relever vis-à-vis des entreprises françaises? Bien, c'est nous sommes un partenaire de ces industries. Oui, mais ça se traduit comment? Ben, ça se traduit par les fameux contrats que je vous dis, 18 000 contrats. Ensuite, ça se traduit par des contrats spécifiques lorsqu'ils sont mis en place. Et ça se traduit aussi par un accompagnement, parce qu'ils ont besoin parfois de conseils, parfois de monter des financements, d'accompagner la réalisation. Et c'est ça notre vie, et nous sommes fiers d'y contribuer. Il y a eu le cas d'Excelsium qui était évoqué. Ben, finalement, on a trouvé une solution assez simple. C'est pour les électro-intensifs. Ils avaient 7 TWh. On dit, allez, on met à 10 TWh, vous avez jusqu'en 2034. Et entre eux, ils se mettent en place. Ils ont une visibilité. Et je pense que ce sont des relations de partenaires. Parfois, ce n'est pas que du prix de ce dont il s'agit. C'est une clause qui fait que ils disent, moi, je ne sais pas où je serai dans 5 ans, 6 ans. On se revoit. Comment on peut ajuster. Donc, c'est à la fois des cadres... Des contrats qui sont des cadres, plus flexibles. Et parfois un pragmatisme aussi dans l'application, tout en restant dans les textes qui s'appliquent à nous. Et je parle vraiment de confiance. Hein. On est là pour les accompagner. Si je suis revenu sur ce point-là, c'est qu'il y a des accords que vous avez signés avec les électro-intensifs, avec encore une fois ArcelorMittal, d'autres entreprises. Mais il y a aussi les ETI, les PME qui souvent se plaignent de vous, entre guillemets, en disant on a du mal à signer des contrats. Ils ont l'impression qu'il y a eu effectivement il y a eu l'effet rétinien, pour reprendre l'expression tout à l'heure de Jérémy Adab, avec ce qui s'est passé pendant la guerre en Ukraine. Et aujourd'hui, il y a une crainte par rapport à EDF et par rapport à l'électrification de leur production. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour établir cette relation de confiance? Oui, en plus, certaines de ces entreprises ont signé parfois des contrats à un mauvais moment, oui. Souvent avec nos concurrents d'ailleurs. Et donc, on leur propose de donner plus de visibilité, d'amortir ça dans la durée. C'est des choses qu'on peut faire de façon pragmatique pour les accompagner. Et c'est vraiment d'être sur le terrain avec eux, de voir quel procédé. Moi, presque toutes les semaines, je vais voir une entreprise, des petites, des grandes, des très grandes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les accompagner? J'étais patron d'usine pendant longtemps. Oui. Quand votre usine marche, vous n'avez pas trop envie de changer les choses. Donc, électrifier, c'est quand même une grande décision. Il faut qu'ils puissent avoir confiance et puissent se projeter dans le futur. Et c'est cet accompagnement-là que nous pouvons faire avec eux. Que pourriez-vous dire, Alain Legré de la Salle, à des chefs d'entreprise qui n'ont pas votre taille, qui n'ont pas votre soutien, qui s'interrogent sur la question justement d'électrifier un four? On voit dans le bâtiment, c'est une question qui s'est posée, ça coûte très cher. Qu'est-ce que vous leur donnez comme conseil? Si je prends du recul et la relation que l'on a avec EDF, je suggérerais d'être complètement transparent
et d'échanger avec EDF comme nous l'avons fait, c'est quoi nos challenges? C'est quoi notre problématique? On est dans un système européen qui est quand même très complexe, avec des challenges très très particuliers. Et tout au long de ces échanges qu'on a eus avec EDF, on n'a pas arrêté d'expliquer quels étaient nos challenges. Et en fait, le contrat, au final, reflète et apporte des solutions par rapport aux challenges que l'on a. Que ce soit en termes de flexibilité, que ce soit en termes de visibilité, que ce soit en termes de duration, etc. Donc, la manière dont on discute, et je suis tout à fait d'accord avec ce que Bernard a dit, souvent le terme partenariat, c'est un terme qui est galvaudé, mais le fait d'échanger d'une façon constructive, totalement transparente, pour construire quelque chose qui ait du sens, il n'y a que cette solution. Vous avez donné des directives dans ce sens, vraiment, Bernard Fontana, à vos équipes? Parce que quand c'est des géants comme ArcelorMittal, on voit bien, mais quand c'est des entreprises un peu plus petites, qui soient... Bon, je pense à une entreprise qui est du côté de Grenoble, je sais que ce n'est pas évident. Mais nos équipes savent que la grande prière pour nous, c'est nos clients. Hein. On rappelle à tout le monde, Ouais. c'est nos clients. Et nos clients sont satisfaits. Mais malgré tout, il faut continuer à travailler avec eux, les comprendre. Et c'est la beauté de notre métier. Et moi, je crois que ça leur plaît bien, à nos équipes. Deux questions pour conclure. D'abord, l'uranium, est-ce que vous en faites venir de Russie ou pas? L'uranium, on en fait venir du monde entier. Oui, là où il y en a, c'est notre politique de diversification. Et effectivement, on a des contrats qui s'appliquent et qui sont souvent d'ailleurs des take or pay. Et il vaut mieux prendre que payer sans prendre. Et ça s'applique, c'est notre politique de diversification. Et la question aussi qu'on a entendue ce matin, c'était, on a beaucoup parlé d'hydrogène. Jérémy Haddad en parlait encore tout à l'heure lors de sa table ronde. Est-ce que vous allez vendre votre filiale d'hydrogène? Si je dois lire la presse, il faut que je me dépêche de la vendre, c'est oui, ça, non? Voilà, c'est pour ça que je demande si mes confrères ont raison ou pas, ou si c'est une fausse information. Comme vous êtes devant moi, j'en profite pour vous poser la question. Non, moi, ce que je pense, c'est que tous ces projets d'hydrogène, quand j'étais plus jeune, je fabriquais de l'hydrogène pendant 18 ans. Ouais. Alors, je la fabriquais avec un steam reformer à 1,50 € le kilo. Avec les technologies actuelles, il ressort à 8 à 10 € le kilo. Donc, c'est difficile, avec les technologies actuelles, de faire de l'hydrogénation massive. D'ailleurs, les sidérurgistes voient, ils vont passer par une étape méthane et puis ensuite ils vont hydrogéner. Et donc, nous, notre position, ce n'est pas forcément nous qu'allons trouver l'électrolyseur qui va sauver la planète. C'est de nous placer comme une entreprise qui accompagne, qui fournit de l'électricité très compétitive à ces personnes-là. C'est ça le sens de notre stratégie. Et toute dernière question, parce que c'est le général Paloméros qui a fait allusion tout à l'heure. Il me disait que aux États-Unis, on avait l'impression que on se rapprochait d'une possible fusion nucléaire. L'ingénieur que vous êtes, est-ce qu'il y croit ou pas? Quand j'avais 7 ans, mon grand-père me disait que la fusion nucléaire, c'est l'avenir de l'humanité. Mon fils a 12 ans, je lui dis que la fusion nucléaire, c'est l'avenir de l'humanité. Je pense que ça viendra, mais les technologies sont quand même compliquées et ce ne sont pas des équations linéaires. Donc, vous ne pouvez pas extrapoler facilement. Donc, nous sommes très engagés à ITER, hein, où les équipes travaillent. Nous sommes engagés, par exemple, aux États-Unis, nos équipes travaillent sur le tokamak privé de San Diego, de General Atomic. On voit des progrès, mais quand même, il y a un délai avant que toutes ces technologies puissent être industrialisées. C'est ce que je pense. On arrive au terme de cette table ronde. Un mot de conclusion, Alain Legré de la Salle, si vous aviez non, je pense un remerciement, je ne sais pas, à faire. Non, je pense qu'un des sujets sur le long terme, c'est le sujet de l'hydrogène. C'est le sujet de la compétitivité de l'Europe par rapport à la Chine et par rapport aux États-Unis. Et dans nos secteurs ou dans l'industrie lourde, on est dans un marché mondial, il ne faut pas l'oublier. Et donc, c'est le sujet de la compétitivité de l'Europe par rapport au reste du monde. Donc, on n'y échappera pas et il faut accélérer sur ce sujet-là parce que les autres vont très vite. Oui. Bernard Fontana. Bien, nous sommes engagés pour que les Français aient une électricité qui soit compétitive, qui soit souveraine, qui soit décarbonée. Et on voit l'enjeu qu'il y a d'électrifier la France. Alors, nous avons célébré nos 80 ans. Nos anciens ont fait plein de choses. Hein. Ils ont aidé à reconstruire la France après la guerre, bâti 121 ouvrages hydrauliques, fait le programme nucléaire. Et bien maintenant, notre génération, c'est de participer à l'électrification de la France
et nous sommes très fiers d'y contribuer. Merci beaucoup. Merci, messieurs.